Bonjour à tous, vous regardez sur le web, merci d'être avec nous au programme. Aujourd'hui, la théorie du complot sur Internet, les Libanais d'Israël qui veulent faire connaître leur histoire et le lapin de la RATP qui fait peau neuve. Restez avec nous, on commence tout de suite. Et au début de cette émission par une invention israélienne qui franchement s'apparente à de la magie, ça s'appelle Sayo, c'est un capteur sensoriel de poche qui est capable de vous donner la composition chimique d'à peu près tout et qui ensuite envoie les résultats directement sur votre téléphone. Ça veut dire que vous pouvez voir en un clin d'œil les calories, les protéines et les autres composants de n'importe quelle nourriture. Franchement, ceux qui sont au régime vont vouloir faire l'acquisition de cette invention. Regardez comment ça marche. Je suis Damien. Et moi c'est Dror. Voici SCIO. SCIO est le premier capteur moléculaire. Il scanne les empreintes moléculaires d'un objet et donne des informations instantanées et pertinentes sur sa composition chimique. Vous pouvez l'utiliser pour exploiter les empreintes chimiques, les enregistrer et les partager avec vos amis. Ce que nous avons créé, c'est une façon de savoir quelle pastèque est la plus sucrée. Quand l'avocat sera assez mûr, combien de calories, carbone et protéines sont dans ce truc? Imaginez s'il était possible de connaître la composition chimique de tous les produits avec lesquels vous êtes en contact. Les exploitations sont infinies. SCIO utilise ce petit capteur optique dénommé le spectromectome qui absorbe les lumières reflétées par un objet et les divise en un spectre. Le spectre est ensuite envoyé à un cloud pour analyse et les algorithmes renvoient le résultat à votre téléphone en temps réel. Voilà, je vous l'avais dit, c'est de la magie. Je précise qu'à l'heure actuelle, l'entreprise a besoin d'un soutien financier pour pouvoir produire à grande échelle son invention. Si vous êtes donc intéressé, vous pouvez faire des dons sur la plateforme de financement participatif Kickstarter. Allez, on parle un peu d'argent et de chiffres. Vous connaissez la compagnie de véhicules avec chauffeur Uber qui a du mal à se faire accepter des chauffeurs de taxi à Paris. Avant de vous parler des chiffres impressionnants liés à Uber, petite piqûre de rappel, c'est quoi Uber ? For you to move closer, close your eyes, count backwards from 10 again. I don't give up quite that easily. You know why I came here, that's for sure. And I won't leave. Alors, il y a moins d'un an, des rapports ont évalué la valeur de l'entreprise à 1 milliard de dollars. Et la semaine dernière, de nouveaux rapports faisaient état d'une valeur de 10 milliards de dollars. Et dimanche, de 17 milliards de dollars. C'est le Wall Street Journal qui rapporte l'info. Apparemment, le dernier round de levée de fonds a attiré l'attention des investisseurs, ce qui fait que la valeur d'Uber dépasse à présent celle de Dropbox, Spotify et d'Airbnb. Il ne leur reste plus qu'à tenter de dépasser WhatsApp, qui, je vous le rappelle, a été racheté par Facebook. La transaction s'était élevée à 19 milliards de dollars. Voilà pour les chiffres et nous on passe maintenant à notre dossier du jour. Notre dossier du jour concerne un phénomène qui date de la nuit des temps, la théorie du complot. Elle a toujours existé. Des juifs accusés d'avoir répandu la peste dans les villages au Moyen-Âge, aux États-Unis accusés d'avoir organisé les attentats du 11 septembre. Les exemples ne manquent pas. Ce qui a en revanche changé, c'est le support de diffusion de ces rumeurs les plus folles. Internet est aujourd'hui devenu le vecteur de diffusion de référence pour ces théories du complot. Et pour parler de ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir par Skype Rudi Reichstag. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur du site Conspiration Watch, l'observatoire du conspirationnisme et des théories du complot. Avant de vous donner la parole, je vous propose d'entendre l'explication de la Seconde Guerre mondiale selon Alain Soral. Alors, le vrai gros sujet d'actualité, c'est le futur bombardement de l'Iran par l'État d'Israël. Et là, on voit bien qu'on est à la veille de quelque chose, je le dis depuis des mois, qui ressemble à la Troisième Guerre mondiale. Et on a toujours la concomitance de trois faits qui nous ramènent à toutes les périodes de troubles du XXe siècle. C'est une crise bancaire carabinée, une guerre fabriquée de toutes pièces et qui n'est pas nécessaire,
et derrière l'implication à chaque fois d'Israël, que ce soit par la déclaration Balfour, la partition de 48, où là, effectivement, on a à chaque fois faillite bancaire Alors, Rudy, quand, personnellement, à titre personnel, j'entends une telle théorie, je n'y crois pas une seconde, mais pourtant, les théories du complot, ça fonctionne, les vidéos qu'on vient de voir cartonnent sur le web. Qui est réceptif à ce genre de message ? Alors, qui est réceptif ? On ne dispose pas d'études complètes sociologiques sur le sujet. Ce qu'on commence à savoir de manière assez précise, c'est que les jeunes en particulier, les moins de 35 ans, mais les jeunes, les lycéens, les étudiants, sont porteurs en tout cas d'un discours et de références complotistes, notamment sur la question des Illuminati, etc. Parce que la contre-culture complotiste, elle est en train de gagner comme ça la culture juvénile, et c'est un vrai sujet de préoccupation. Quand vous dites la culture juvénile, vous parlez d'un milieu sociologique spécifique. On parle souvent des jeunes de banlieue plus réceptifs à des messages de la théorie du complot. Est-ce que vous validez cette théorie ou pas du tout ? On pense aux jeunes de banlieue, entre guillemets, parce que les témoignages qu'on a d'enseignants et d'éducateurs qui sont au contact de ces jeunes nous disent qu'effectivement c'est plutôt des jeunes en échec scolaire qui vont, à travers la théorie du complot, trouver des ressources comme ça, symboliques, très gratifiantes pour eux, puisque à la fois l'institution leur renvoie une image plutôt négative d'eux-mêmes, puisqu'ils sont en échec, et là, avec Internet, avec les théories du complot, ils vont trouver en quelques minutes, en écoutant Alain Soral, en écoutant Dieudonné, eh bien, la clé de l'histoire des 2 derniers siècles ou des 2000 dernières années, et grâce à ça, ils vont se constituer leur propre culture, contre-culture conspirationniste, qui est complètement en porte-à-faux par rapport à ce que peut enseigner l'institution. Rudy, je vous propose d'écouter à présent une intervention de Nabil Enasri. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il est titulaire d'un doctorat de Sciences Po Aix et il est suivi par 15 000 personnes sur Facebook. Écoutez. Et l'idée de cette vidéo, c'est de vous rassurer, parce qu'il y a de plus en plus de confusion autour de ces JRE, autour de ces théories du genre. Alors, on va essayer de délier le vrai du faux. Je vais vous présenter une dizaine d'arguments pour démontrer par A plus B que cette théorie du genre est derrière la théorie du genre. C'est-à-dire que sous couvert d'égalité des sexes, on est en train d'insuffler au sein de l'école un esprit de valorisation des pratiques LGBT. Et c'est pas... Alors, ce monsieur, je vous le dis, est doctorant à Sciences Po Aix. C'est un titre qui lui permet d'être respecté. Or, sur Facebook, il est suivi par 15 000 personnes et il utilise son audience pour, entre guillemets, dénoncer des soi-disant complots gays. Comment une telle situation est possible en France ? Comment une situation comme ça est possible en France ? Écoutez, d'abord, je ne sais pas, vous me dites 15 000 personnes qui le suivent. C'est sur sa page Facebook, hein, la page Facebook de ce monsieur est suivie par 15 000 personnes. Là, ce sont des followers Facebook. Qu'est-ce que ça représente concrètement ? Bon, de toute façon, c'est quelque chose de réel. Après, il a un discours qui effectivement flirte avec la théorie du complot hein, sur ce sujet-là, mais qui en même temps est né d'une inquiétude réelle par rapport à l'état de l'éducation, etc. Évidemment, par-dessus, on plaque des préjugés qui sont clairement homophobes dans ce cas-là, puisqu'il n'a évidemment jamais été question de faire une forme de prosélytisme, parce que c'est ce que dénoncent ces gens-là, en l'occurrence. Il y a Nabil Enasri de vous parler, mais il y a Farida Belgoul en particulier, qui explique que l'éducation nationale est comme ça le fourrier d'un complot gay, judéo-gay d'ailleurs, c'est à peu près assumé, ce terme-là. Et Farida Belgoul, c'est une créature des réseaux Alain Soral, Dieudonné, etc. Donc tout ça vient d'un lieu politique tout à fait identifié. Et aujourd'hui, il y a une convergence entre... Oui, pardon. Thomas Friedman, qui est journaliste au New York Times, a dit un jour « Au Moyen-Orient, si vous ne pouvez pas expliquer une chose par la théorie du complot, n'essayez pas de l'expliquer. Les gens là-bas ne vous croiront pas. » Est-ce que vous êtes d'accord avec cette citation finalement ? Est-ce que ça ne résume pas un état d'esprit global qui n'est pas que propre au Moyen-Orient ? Alors, c'est un état d'esprit qui est très sensible au Moyen-Orient. Pour y avoir vécu, je vois à peu près
de quoi voulait parler Thomas Friedman, et en particulier du monde arabe en réalité. Pour ce qui est de l'Occident, enfin de l'Europe et des États-Unis, je crois que c'est encore autre chose. Mais ce serait rentrer vraiment dans des considérations assez complexes sur l'origine, la généalogie de la théorie du complot. Si vous voulez, c'est quelque chose de conspirationniste qui est intimement lié à la modernité et aussi au mouvement démocratique. Voilà. Donc on ne peut pas reprocher aux gens de se poser des questions là où la quête de sens et le questionnement légitime qu'il peut y avoir sur un sujet devient problématique, c'est quand elle se transforme en paranoïa. D'accord. Voilà. Merci infiniment Rudy d'avoir été avec nous. Je rappelle votre site conspirationwatch.info. Merci d'avoir répondu à nos questions. Vous ne le savez peut-être pas, mais des centaines de Libanais sont réfugiés en Israël. Ils sont issus de ALS, l'armée du Liban Sud, une organisation créée en 1976 par des membres de l'armée libanaise qui refusaient la domination de factions palestiniennes dans le sud du pays. Israël a longtemps soutenu militairement cette organisation, mais après le retrait de l'armée israélienne du sud Liban, l'ALS n'a pas pu faire face à la puissance de la milice chiite du Hezbollah, soutenue par l'Iran. L'armée du Sud-Liban s'est donc disloquée et une partie de ses membres s'est réfugiée en Israël pour éviter d'être persécutée au Liban. Aujourd'hui, la communauté libanaise en Israël veut faire connaître son histoire au travers d'un site, Lebanese in Israel, et au travers d'une vidéo créée il y a 3 ans pour marquer l'anniversaire de son exode et republiée donc il y a quelques jours. Regardez. والله لندخلن إلى بيوتكم ونذبحكم على الفراش. Voilà pour cette vidéo donc publiée par le site Lebanese in Israel, Libanais en Israël. Un peu d'high-tech à présent, on vous a beaucoup parlé dans cette émission des montres connectées, les smartwatches. On a d'ailleurs dit que l'année 2014 sera l'année des objets connectés et pourtant, d'après des statistiques publiées par le cabinet d'études Canalys, entre janvier et mars, moins de 500 000 montres connectées ont été vendues dans le monde. Entre janvier et mars, je vous le disais, histoire de vous donner un ordre de grandeur, sur la même période, environ 280 millions de smartphones ont été écoulés. Cela dit, il est encore trop tôt pour parler d'échec des montres connectées, surtout que LG et Motorola s'apprêtent à lancer leur propre modèle et que celui d'Apple se fait encore attendre. Ça pourra donc peut-être faire remonter les ventes de montres connectées. Un peu de détente à présent, le lapin sur les autocollants de la RATP est devenu mythique au fil des années. Je parle du dessin présent sur les portes de métro pour vous prévenir du risque de vous coincer les doigts dans la porte. Dites-lui au revoir, car depuis lundi, une nouvelle version de ce lapin va voir le jour progressivement dans les métros et RER. Regardez l'annonce de la RATP.
Allez, on passe au sujet décalé du jour, c'est l'œil du net. On ne fait que parler de réalité augmentée et des Google Glass, mais l'artiste Marty Cooper n'a lui pas attendu les lunettes du géant américain pour créer sa propre version. Regardez. Voilà, comme quoi il n'y a pas besoin de Google Glass. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, même endroit, pour de nouvelles informations en provenance du net. Bye, vous me manquez déjà.